Mesdames, Messieurs, bonjour. Mon nom est Maxime Jaudoin et je vous souhaite la bienvenue à cette grande première d'une nouvelle émission sportive sur les ondes de TVCO qui s'appelle Le Vestiaire. Une émission au cours de laquelle on va parler, bien sûr, de sport, mais sur tous ses niveaux. Tout d'abord, on va discuter de sport scolaire avec mon collaborateur Simon Fortin. Ensuite, on parlera de sport local parce que, oui, du sport local à Charlevoix, ça bouge et il y en a. On fait ça avec Marc-Olivier Bouchard. Et aussi, on va parler de sport dite Grande Ligue, Ligue majeure. Donc, que ce soit le Canadien de Montréal, la NFL, la LCF ou encore l'Impact. Et on va faire ça avec Mathieu Tremblay et Pascal Harvey. Alors, préparez-vous parce que le vestiaire, c'est maintenant. Et on débute avec notre segment pour parler de sport scolaire avec mon collaborateur, M. Simon Fortin, parce que les jeunes sont très, très vite initiés au monde du sport. Simon, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Simon, je mentionnais, les jeunes dans le monde du sport, on est inculqués rapidement, on est mis de l'avant là-dedans rapidement. Oui. Selon toi, c'est une bonne chose, j'imagine, d'être ancré dans ce milieu-là aussi vite que ça? Bien, dans le fond, les jeunes, ils veulent bouger. Hein? Oui. Ils veulent bouger, puis ils ont déjà plein de possibilités très, très jeunes. Là. Les cours de natation, les sports organisés, soccer, hockey, tout ça. Ils veulent bouger. Il y en a beaucoup dans les régions, puis on essaie de leur en offrir beaucoup, oui. Exactement. Et je regardais un peu dans l'actualité, là, on disait dans les écoles qu'on voulait là, un peu réduire les périodes de récréation pour plus de classes, mais on dirait qu'il faudrait faire l'inverse parce qu'à un moment donné, un jeune doit de bouger. Ça, c'est en lui. Là. Ouais. Bien, c'est ça qu'ils ont fait là, depuis que la CAQ est rentrée. Une des premières choses qu'ils ont faites, c'est de monter les récréations à 20 minutes. C'était peut-être un besoin, mais c'est le 20 minutes, il faut le remplir. Hein? Oui. C'est pas beau c'est bien beau de dire 20 minutes, mais ça veut pas dire qu'il va bouger 20 minutes. Donc là, on est là-dedans. Là. Moi, j'enseigne au primaire, puis on est là-dedans, essayer de trouver vraiment des activités sportives. Oui. Pas nécessairement ils sont pas obligés de tout jouer au soccer, mais de bouger, là, des activités de saut, de lancer, d'attraper. On est là-dedans. Là, puis effectivement, 20 minutes, je crois que c'est une bonne idée, mais il faut vraiment qu'il soit bien utilisé. Comme tu l'as mentionné, là maintenant, côté sport scolaire, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Là? Quelles sont les équipes? Quels sont les sports? Comment est-ce qu'on s'occupe de tout ça dans Charlevoix? Bien, on s'en occupe très bien, je crois, parce qu'on a une belle base. Non, sérieusement, depuis plusieurs années, on a une très bonne base. On ajoute un peu des choses presque à chaque année avec tous les professeurs d'éducation physique, surtout de Charlevoix même. Mm-hmm. C'est pas rien que d'ici. Et on commence dès la 4e année, 5e, 6e année, ils peuvent faire le cross-country, qui va avoir lieu d'ailleurs le 10 octobre prochain. Exactement. Et la virée nordique cet hiver, on pourra en reparler en mois de février. Il va y avoir des tournois de volley, il va y avoir des tournois de soccer. Puis tout ça, ça réunit toujours plus d'une centaine, 200 jeunes au primaire. Puis au secondaire, bien, il y a vraiment du bon sport scolaire aussi dans Charlevoix au secondaire. Le fait de commencer jeune, ça, évidemment, c'est un plus. Est-ce que vous aviez, en fait, un critère là-dedans de sélectionner pour dire à tel âge, on est légal ou légitime de faire ça? Comment vous avez géré ça, ce côté dit notion du sport ou le niveau versus l'âge de la personne? Bien, effectivement, là, on s'est arrêté. 4e année, là, même... 4e année, faire le 2 km du cross-country, on n'insiste pas trop. Là. Mais déjà, on voit qu'en 5e et en 6e année, là, ils veulent se comparer, ils veulent ceux qui ont bien du talent ou qui veulent s'entraîner, bien, c'est bien qu'ils fassent une activité chronométrée. Mais il y a aussi le côté participatif. Comme le 10 octobre, après le 2 km, on fait un kilomètre inclusif. Donc, tout le monde va partir... ceux qui n'ont pas voulu faire le 2. Donc, je pense qu'au primaire, à partir de 4, 5, 6e année, ils peuvent faire la compétition. Puis, au secondaire, ensuite, bien, ce qui est difficile, c'est... On parlait des récréations, bien, au secondaire, les récréations, c'est pas dehors en train de jouer. Hein? C'est souvent en train de... Donc ça, il y a vraiment... Oui, la technologie aujourd'hui. Oui, il y a souvent un clash au secondaire pour que les jeunes bougent. Donc là, c'est vraiment les équipes sportives que je pense que c'est important que les jeunes s'accrochent. Ça fait un beau sentiment d'appartenance puis tout ça. Côté, toi, tu es au primaire. Oui. Comment tu vois l'évolution des jeunes en étant ancrés dans le milieu sportif? Est-ce que tu sens que c'est un bénéfice ou c'est un peu une réduction selon ton verdict à toi?
Moi, je le vois, je serais mal placé pour dire que moi, ça a vraiment été toute ma vie, Oui. le sport scolaire. J'ai commencé au secondaire, j'en ai fait jusqu'au cégep, et après, ça a été tous les sports aussi civils que j'ai fait. J'y crois beaucoup. Je crois beaucoup aussi à la polyvalence des sports. Ça aussi, c'est un sujet d'actualité, là, que les jeunes on va aller dans des saisons de hockey bientôt, mais il y en a qui jouent au hockey depuis tout l'été, puis ils recommencent tout l'hiver. Il faudrait que les jeunes fassent plusieurs sports, la polyvalence, pour aller chercher plein d'autres habiletés. Donc ça en est une qu'au secondaire, il faut encourager à toucher à tout plutôt que de l'élitisme. Mais chacun aussi a son opinion là-dessus. Oui. Mais je crois pas que... je crois pas, là, moi, je suis pas négatif là, de dire que les jeunes bougent pas, puis... mais des fois, ça prendrait peut-être un peu plus de cours d'éducation physique au secondaire. Absolument. Parce que c'est toujours un peu les mêmes qui bougent, qui veulent bouger. Donc, moi, j'aurais aimé ça faire 6 sports scolaires à polyvalente. Exact. Tandis qu'il y en a d'autres qui se sauvaient de leur cours d'éducation physique. Là. Exactement. Quel sport scolaire on retrouve? Là? Quelles sont nos équipes dans Charlevoix là, qu'on peut vraiment dire, le sport scolaire, là, on les retrouve là? Bien, dans le fond, je vais surtout te parler de... Ça ressemble beaucoup la polyvalente du plateau à Saint-Aubin. Mais Manuel Dubois m'a un peu fourni là, ses équipes cette année. Exactement. Donc, on va retrouver 4 équipes de futsal masculin et féminin, 4 équipes de volley féminin, une équipe de basketball féminin. Puis ça, c'est nouveau. C'est Jocelyn Simard qui va entraîner cette nouvelle équipe-là de basket féminin. Une équipe de badminton mixte, une équipe de cross-country, des équipes qui vont participer au Pentlaconte des Neiges. Puis, bien sûr, l'équipe de natation, là, les Tacons, là, qui s'en est à leur 36e saison déjà. Déjà. Le premier sport, tu me dis, excuse-moi, du foot... Le futsal. OK, oui. Dans le fond, c'est le soccer intérieur. OK, c'est le terme. C'est qu'ils l'ont... Tu me l'apprends, honnêtement. Ça fait quand même quelques années, mais effectivement, il y en a encore qui font le saut. Mais c'est parce que le soccer, moi, j'ai connu le soccer intérieur avec le même ballon que l'extérieur. Et là, ils ont pris parce que le ballon fallait tout le temps partout. Donc là, ils ont pris un ballon un petit peu plus lourd. Puis futsal, c'est vraiment le ballon adapté pour jouer à l'intérieur. Mais c'est du soccer. Oui. Et écoute, la natation, ça, sans me tromper, je pense que c'est un sport du moins classique qu'on a autant au primaire qu'au secondaire parce que, bon, l'eau, tout le monde aime se baigner. Donc, je mets un peu les deux côtés. Donc, ça, la natation, selon mes souvenirs, là, ça a toujours été une activité en plus qu'on appelait un peu parascolaire. Donc, ça, c'est une activité qui, dans toutes les écoles, selon moi, qui est intéressante. Bien, depuis 5 ans, j'entraîne l'équipe aussi des Rafales, la polyvalente du plateau. Donc, puis on a du primaire aussi, de Saint-Paul avec les Tacons. Donc, on a 2 équipes dans Charlevoix. Puis les équipes de volley, de futsal, comme je disais tantôt, ils se rencontrent aussi entre Saint-Paul et la Malbaie. Donc, il y a un beau réseau là, scolaire dans Charlevoix. Et là, actuellement, est-ce qu'on s'offre des compétitions entre écoles? Est-ce qu'il y a des volets un peu de tournois ou c'est encore un peu trop tôt? Bien, il va se faire les tournois soccer, volleyball au primaire. OK. Ça, c'est presque officiel. Quand il y a interne, c'est surtout dans le calendrier du RSEQ. S'ils sont dans la même catégorie, ils vont se rencontrer. Il va y avoir aussi... des fois, il y a des petites rencontres d'athlétisme. Il peut y avoir des petites rencontres comme ça. Puis, je veux dire, le sport scolaire, puis il y a aussi ceux qui font partie du club de ski alpin, autant du Mont-Grand-Fond que du Massif. Donc, on pourrait en parler. Oui, absolument. Mais là, moi, comme je dis, en scolaire, là, ça tourne autour de ça. L'école de Saint-Aubin, 482 élèves. Puis vous avez vu, là, il y a presque 12... ça fait presque une douzaine de clubs interscolaires. Donc, quand même en santé, là. On parle aussi beaucoup de programmes, parfois sport-études. Je pense que le côté primaire, c'est peut-être un petit peu trop jeune pour l'avoir, mais ça, est-ce que parfois, c'est des discussions que vous avez là-dessus pour l'initiation, comme tu disais? Mais ça aussi, c'est un peu comme, il y a beaucoup d'opinions là-dessus. Le sport-études, c'est très élitiste. Je t'en parlais tout à l'heure. Dans des petites écoles, un sport-études, c'est difficile parce que il faut avoir le nombre de jeunes... le budget et tout ça. Absolument, donc, oui. Des vraies écoles de sport-études, il y en a à Québec, mais je pense que il y en a aussi des concentrations sport, autant à Saint-Aubin qu'au Plateau. Donc là, ils ont un petit peu plus de périodes
dans leur sport, ou en multisport. Il y a une activité de plein air aussi à Saint-Aubin. Mais l'offre est quand même est Oui, non, intéressante dans le honnêtement, sport scolaire. l'offre est très, très présente. Alors là, juste pour rappeler le prochain événement, on parle d'un cross-country le 10 octobre. Je pense que ça va être une belle journée, ça, pour nos jeunes. Oui, le 10 octobre, ça a lieu à Saint-Hilarion. Le matin, c'est les moustiques filles, les moustiques garçons. Puis l'après-midi, c'est le secondaire. OK. Donc, tous les jeunes du secondaire, là, des 3 polyvalentes, dans le fond, parce qu'il y a même des participants à l'île aux coudres. Donc, c'est ça. Donc, c'est la qualification locale. OK. Et ensuite, la fin de semaine d'après, il y a le championnat régional qui va avoir lieu dans le coin de Québec. Super. Bien, écoute, Simon, merci beaucoup. On continue à surveiller de très près le sport scolaire. Merci beaucoup de ta participation à l'émission. Ça fait plaisir. On fait une courte pause et au retour, on discute sport local avec mon collaborateur Marc-Olivier Bouchard. Sport local avec mon collaborateur, M. Marc-Olivier Bouchard. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Merci beaucoup d'être présent. Marc-Olivier, du sport local dans Charlevoix, il y en a. Ça bouge beaucoup. Tu sais, des fois, on pense qu'on cherche des activités. Est-ce qu'il y en a selon ce qu'on sait faire? On pense qu'il n'y en a pas, mais c'est au contraire, ça bouge beaucoup. Et là, c'est ce que je veux voir avec toi dans Charlevoix. Là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qu'on peut faire pour la population? Oui, ça bouge définitivement. Tu sais, l'été, le vélo, soccer, ces choses-là. Là, l'été est terminé, on est rendu à l'automne. On vient de passer notre période d'inscription à la ville de Baie-Saint-Paul. Des nouveaux travaux à l'aréna, nouvelle glace, nouvel éclairage. Oui. Donc, ouverture prévue le 12 octobre. La saison va débuter à ce moment-là. Oui. Quelques semaines de retard par rapport à ce qui se passe habituellement. Par contre, à partir de ce moment-là, ça n'arrête plus à aller jusqu'au mois d'avril. On a des activités pratiquement à chaque 2 semaines. Quand même. C'est étonnant. On regarde le calendrier puis on fait OK, ouais, j'aurais pas beaucoup de repos durant cette période-là. Exactement. Donc, à l'Arena, ce qui se passe, c'est qu'il y a le tournoi féminin à la fin octobre, 25, 26, 27 octobre. Tournoi féminin présenté par Simard Suspension. OK. Ensuite de ça, à la fin novembre, 29, 30 novembre, 1er décembre, c'est le tournoi olympique qui a lieu déjà depuis au moins une quinzaine d'années. Tournoi adulte avec des classes B et C, donc des joueurs comme nous qui ont peut-être joué ou pas dans le hockey mineur, dans le simple lettre, dans le double lettre. Donc, tournoi pour se rappeler les bons moments, se rejoindre, des anciens coéquipiers, des anciens partenaires d'école. Donc, ça, c'est une belle occasion de venir voir quand même un bon niveau de hockey, des belles soirées à prévoir. Puis après ça, l'autre côté, carrément, l'initiation avec le tournoi novice les 6, 7 et 8 décembre. OK. Donc là, les moins de 9 ans qui ont la glace tout à eux. Puis cette année, il y a une nouveauté. Provincialement, dans le fond, la catégorie novice va se dérouler en demi-glace. Donc, au lieu d'avoir tout l'espace à eux, on sépare la patinoire en deux. 4 équipes qui évoluent sur la surface glacée durant cette période-là. 2 périodes de 21 minutes. On se rapproche un petit peu du hockey de rue, 4 contre 4. Ce qu'on espère, c'est que les jeunes aient plus de plaisir, plus de proximité avec la rondelle. OK. Donc, pour nous, provincialement, c'est une nouveauté. Oui. Donc, pour nous, 5e édition du tournoi novice, mais c'est comme si on recommençait à zéro, puisque là, c'est un nouvel environnement. C'est un peu le début aussi du hockey. On a commencé comme ça, on sépare la glace, on est plusieurs mondes. Donc, c'est un peu aussi, on vient un peu aux sources là-dedans. Oui, définitivement. Puis, l'objectif, c'est vraiment que les jeunes aient du plaisir. Donc, on a nos équipes qui jouent, le résultat compte pas vraiment. Puis à la fin du tournoi, quand même, on garde l'aspect compétitif. On va rejoindre les équipes qui ont terminé au meilleur rang. OK. Puis on va les rassembler à la fin là, pour faire une belle fête. Exactement. Tu me parlais également d'une marche qui va être, en fait, qui a rapport avec Pierre Lavoie. Oui. Qu'est-ce que ça comporte? Parce que ça, c'est gros quand même, là. C'est important de le mentionner. Oui, c'est gros. C'est 100 villes au Québec, 18, 19, 20 octobre. Donc, dans 3 jours, 100 villes au Québec. Pas loin de 75 000 personnes provincialement qui vont participer à une marche d'environ 5 km. C'est immense. Puis, c'est présenté par les médecins de famille. OK. Donc, ici, dans Charlevoix, c'est une initiative du Dr Gaétan Dallaire, fondateur du programme Traité Santé en réadaptation cardiaque à l'hôpital de Baie-Saint-Paul, qui est instigateur du projet. OK. Donc, c'est tout nouveau, tout beau. On veut se rejoindre à la maison mère pour faire un tour du boisé du quai, marche tracée d'environ 4,5 à 6 km, avec de l'animation au début,
puis peut-être un petit goûter à la fin, là, ça sera à voir. Ça sera à voir. Écoute, il manque pas. Puis ça, évidemment, des 4 km et des 5 km, bon, souvent, on peut penser que c'est beaucoup, mais quand même, ça se fait très bien, là, parce qu'on le fait en marchant. Ouais. Donc ça, c'est un peu l'avantage, là, finalement. Oui, définitivement. Puis j'écoutais des petits reportages aujourd'hui sur Pierre Lavoie puis la Grande Marche pour savoir Oui. un petit peu qu'est-ce que c'était. Puis, tu sais, ce qu'il disait, c'est que les gens, habituellement, c'est rare, tu sais, des gens qui marchent 5 km par jour ou juste marcher des 5 km, c'est peu fréquent. Donc, c'est vraiment un défi qu'on lance à la population. OK. Puis, quand même, c'est un défi qui est réaliste, tu sais. C'est entre 1 heure et demie de marche pour ceux qui sont un petit peu moins rapides. OK. Donc, ça reste quand même une activité qui est accessible. Puis le tracé qu'on propose avec le boisé du quai ici, c'est un parcours qui est très beau, pas trop vallonné. Le paysage est exceptionnel, fait que profitez Oui, du bien bon ça, je air, pour là. dire, hein, on profite en plus d'un paysage qui est à couper le souffle, donc veux pas, ça c'est... Bien, il y a un côté motivant aussi là-dedans, Ouais. de faire ça ici. Ça, faut se le dire, là. Ouais, ce qu'on veut, c'est que tout le monde vienne. Tu sais, mon objectif, c'est qu'il y ait le petit poudre de 3 ans qui vienne avec papa, maman, grands-parents. Absolument. Puis c'est un parcours qui le permet. Puis après ça, tu sais, on se disait, s'il y en a qui ont une mobilité plus réduite, bien, notre parcours offre des portes de sortie assez fréquentes, tout ça. Puis si physiquement, c'est un petit peu plus difficile, bien, au moins mentalement, le bonheur, tu sais, fait que tu te libères l'esprit, tu vis d'autres choses. Fait que c'est ça. C'est exactement ça. Si on parle côté activité régulière, parce qu'il y en a, on peut retrouver là, à son compte, là, qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans, là, si on parle côté centre éducatif, l'aréna, comment est-ce qu'on peut là, appréhender le tout? Tout d'abord, du côté de l'aréna, oui, il y a les parties de hockey, il y a les ligues adultes le soir, mais durant le jour, les jours de la semaine et la fin de semaine, bien, il y a des activités libres. Il y a du patinage libre, il y a OK. du hockey libre en début de soirée. Donc, les mercredis après-midi, pour soit les retraités ou les parents qui sont à la maison, patinage libre de 13h à 15h. Puis, nos plages familiales, celle-ci, le samedi, de 13h à 15h, même chose. Donc, pour le patinage libre, on essaie d'aller chercher des plages horaires qui permettent aux gens de venir. Puis, pour le hockey libre, là, c'est plus la semaine que ça se passe, 2h30 l'après-midi à 4h pour les retraités. Oui. Puis les jeunes, ben, en finissant l'école, de 4h à 5h30, les mardis et jeudis, ils ont des plages qui sont dédiées seulement à eux. Donc, les 16 ans et moins évoluent sur la glace, sans encadrement. Il y a quand même de la surveillance, mais c'est leur plage à eux autres. On leur laisse la glace puis on leur laisse libre expression. On voit quand même que ça bouge, hein, parce que je regarde les sports, là, vraiment, on peut trouver pratiquement de tout son compte, ouvert à tout le monde. Oui. Inscription également aussi facile d'accès, j'imagine. Exactement. Là-dedans, on parle, il y a des sites web, il y a des pages Facebook. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Donc, il n'y a pas de... Sans rien dire, mais il n'y a pas de raison, finalement, de ne pas faire de sport dans Charlevoix. C'est ce que je comprends. Non, exactement. Il faut trouver des fois la manière pour atteindre l'information. Oui. Mais de plus en plus, avec le site de la Ville, avec les plateformes d'inscription en ligne, on tente de faciliter le tout. Puis, il reste quand même, tu sais, on parlait des inscriptions qui ont déjà eu lieu, mais quelqu'un qui dit « Ah, moi, avec ma gang, j'aimerais ça aller jouer au hockey Cossum, on se loue 1 heure au gymnase. » Bien, le samedi puis le dimanche, il y a des disponibilités au centre éducatif Saint-Aubin. OK. Donc, en appelant à la Ville, il y a possibilité de louer à des frais assez raisonnables des locaux là, pour pratiquer volleyball, basketball, tout ce qu'on veut pratiquer comme sport libre. Et pour ceux qui en pratiquent, là, disons qu'ils veulent te voir, toi, à quel sport là, un peu là, qu'on peut te voir performer, si je peux le dire comme ça? Bien, avant de revenir en région, j'étais entraîneur à temps plein à vélo de montagne. Donc, vélo de montagne, c'est quelque chose que j'apprécie quand même pas mal. Oui. Puis, j'ai joué au hockey pendant 10 ans. Fait que cet hiver, c'est sûr que je vais évoluer dans les ligues adultes à quelques reprises comme régulier puis remplaçant. Je sais que parfois, il y a comment on appelle le fat bike dans Charlevoix. Ça, Ouais. toi, est-ce que c'est une activité là, qui t'interpelle un peu plus aussi? J'ai comme trop de vélos. J'ai 5, 6, 7 vélos, mais le fat bike, à un moment donné, il fallait faire des choix. OK. J'ai acheté des skis alpins à la place. Donc, ski au massif les fins de semaine, spinning la semaine, tu sais, il y a chaque chose à chaque saison. Fait que le fat bike, c'est un beau sport. On a des beaux endroits pour le pratiquer, Oui. de plus en plus. Mais pour moi, le vélo, c'est l'été, le hockey, c'est l'hiver, le ski alpin aussi. Là, fait que... Exactement. Alors là, si les gens veulent en savoir plus sur les activités régulières ou peu importe, quel site on peut accéder pour ça? Oui, site de la Ville de Baie-Saint-Paul, OK. section loisirs et culture. Oui. Toute la programmation, il y a un onglet qui est dédié à ça.
Sinon, pour chacun des secteurs, pour rejoindre les animateurs qui sont dédiés à ces secteurs-là, donc soit les infrastructures intérieures avec Marie-Chantal, soit l'aréna avec moi, il y a des sections qui nous concernent directement pour savoir justement les plages horaires pour le patinage libre, qui contacter pour les réservations de plateaux, pour les gymnases, pour avoir accès à du matériel aussi. Si tu viens avec ta gang d'hockey Cossum, Oui. des fois, tu as besoin en as-tu des buts, y a-tu des balles, y a-tu des bâtons? Oui, absolument. On peut-y avoir accès? Donc, c'est des choses qu'il y a possibilité de savoir en visitant le site Internet de la ville de Baie-Saint-Paul. Pour tout savoir. Excellent. Ouais. Bien, Marc-Olivier, merci beaucoup. Finalement, hein, on ne se cachera pas que du sport local, il y en a et il y en a beaucoup. Oui, définitivement. On peut le dire comme ça. Merci beaucoup, Marc-Olivier. On fait une pause à l'émission Le Vestiaire. Au retour, on parle Ligue majeure avec mes collaborateurs Mathieu Tremblay et M. Pascal Harvey. Soyez-y. Et nous sommes maintenant rendus à notre volet qu'on appelle les grandes ligues, les ligues majeures. Choisissez votre terme. C'est bien correct, les deux fonctionnent très bien. Avec mes deux panélistes collaborateurs, Mathieu Tremblay et M. Pascal Harvey. Messieurs, bonjour. Bonjour Maxime. Bonjour, Maxime. Comment allez-vous? Très bien toi-même. Oui, écoute, messieurs, première émission pour discuter de sport et je pense qu'avec ce qui joue présentement à la télévision, c'est pas ça qui manque. Effectivement, on a du contenu beaucoup. On va tout de suite débuter avec, messieurs, en fait, notre plus grosse machine, le Canadien de Montréal au hockey, parce que maintenant, à l'heure actuelle, le tournoi des recrues est complété, le calendrier pré-saison est commencé. Et là, je veux savoir maintenant, parce que à chaque année, hein, les tournois des recrues, c'est pour tester nos jeunes qui s'en viennent. Et là, quand je regarde un peu la formation actuelle du Canadien, combien est-ce qu'il y a de place pour les recrues là-dedans? Si je prends par exemple des Ryan Peeling qui a bien fait l'an dernier, un gars comme Nick Suzuki, là, je me demande, moi, au niveau des recrues, là, est-ce qu'il y a autant de place que les gens le disent? Moi, j'ai regardé, j'estime, d'après moi, il y a maximum 2-3 places disponibles. Probablement 2 en attaque, 1 en défense, parce qu'on a vu avec le blessure de, malheureusement, de Olsen, il y a un poste qui va se libérer là, sur la 3e ligne. Est-ce que ça va être un jeune? Est-ce que ça peut être Frohlin qui peut venir dans l'équation aussi? Ça risque d'être intéressant à suivre. Du côté de l'attaque, bon, on a un top 9 qui est bien établi, avec tes 3 centres, Dano, Domi, puis Kotkaniemi. Oui. Il va y avoir une note intéressante. Avec le 4e trio, on a Nick Cousin, Jordan Will, Ryan Poehling, on a Nick Suzuki, Charles Ludon et Thompson. Ces 6 joueurs-là vont se battre pour 2 postes disponibles. 3 postes précisément pour compléter le 4e trio. Maxime, moi, pour répondre à ta question, je n'irai pas en détail comme Mathieu, qui a quand même fait son alignement pour le match. pratiquement pour toute son l'année. alignement pour l'année. Ben, moi, je te dirais qu'il y a 2 postes de disponibles. Il y avait un poste à l'origine, puis il est déjà comblé, parce que les transactions que Bergevin a fait, Oui. de refaire signer Jordan Will, d'aller chercher Nick Cousin, Oui. de refaire signer Thompson, ben, je pense que sa 4e ligne est pas mal dessinée. Puis le seul qui peut se faufiler là-dedans à l'attaque, c'est Ryan Poehling. Puis si vous avez remarqué, la partie marketing du Canadien depuis la fin de l'été, juste avant le tournoi de golf, c'est Ryan Poehling qui est sur toutes les affiches à Montréal. Absolument. Fait qu'on peut presque dire que sa place est là. Maintenant, est-ce qu'il va jouer tous les matchs? Je pense Oui. pas. Il y a des chances que peut-être qu'il voit un petit peu de gradin au cours de l'hiver, mais du moins, il va jouer le début de la saison. En défensive, les blessures qu'on vit actuellement au camp ouvrent une porte. Maintenant, est-ce que ça va être des gens qui étaient déjà là comme 7e défenseur l'an passé ou Cale Fleury qui a un camp d'entraînement incroyable et qui a déjà une année d'expérience dans la Ligue américaine? Oui. Ça se dessine un peu comme ça. Parce que là, moi, je regarde Ryan Poehling. L'an dernier, à son dernier match de la saison, il est son premier, a connu un match exceptionnel, 3 ou 4 buts à ma mémoire. Il y a beaucoup de personnes qui se fient uniquement sur ce match-là. Mais est-ce qu'on doit uniquement se... Parce que là, oui, parce qu'à Montréal, évidemment, bon, on est un peu là-dedans fort pour partir en peur des fois sur un match. Mais oui, il a bien fait, mais est-ce qu'on doit uniquement se fier là-dessus pour le juger davantage? Pas seulement sur le dernier match qu'il a joué, parce que c'était un match qui était sans histoire vraiment, il n'y a pas d'enjeu. Par contre, il a connu un tournoi des recrues, il était au-dessus de tout le monde. On le voyait, il était vraiment une coche au-dessus des autres, ça paraissait. Maintenant, les matchs pré-saison, de ce qu'on voit pour l'instant, ça va bien. Il y a la forme, il y a la charpente, il y a le talent pour jouer dans les NHL. Il faut y faire une place. Mais où? C'est ça la question. Bien, malheureusement, il va devoir jouer sur une 4e ligne. Oui. C'est ça le problème Exactement. avec un joueur prometteur que Exactement. tu dois insérer sur un 4e trio qui a un rôle bien défini. Puis on connaît Claude Julien. On Oui. connaît l'utilisation d'un 4e trio pour Claude Julien. On le vu aller à Boston avant. Exactement. Lui, il a un style de jeu bien défini. Est-ce que Poehling va entrer dans ce moule-là? Puis non, il ne faut pas se fier sur le match contre Toronto l'an passé. Parce que dans le hockey universitaire américain, Ryan Poehling, c'est un passeur.
C'était Exactement. pas un but tard. Puis on l'a vu lors d'un match hors concours, la passe qui a servi là, à Alex Belzil, Oui. on voit qu'il y a un talent de passeur. Il y a un Puis talent c'était- quand même là-dessus. C'était contre un club, là. C'était pas contre un défenseur de la Ligue américaine, là. C'était Oui. contre une star de la NHL, là. Donc, c'était... Exactement. Là-dessus, ça va être à surveiller. Messieurs, maintenant, qui va jouer à la droite de Jonathan Drouin et Max Domi? On a eu plusieurs essais. Le poste est vacant. Il y a plus ou moins de joueurs droitiers disponibles chez les Canadiens, notamment Andrew Shaw, qui a été là, malheureusement, est parti ou en fait est retourné à Chicago avec les Blackhawks. Là, on dit, est-ce que Paul Byron, qui est un marchand de vitesse, lui pourrait être un atout, peut-être pas nécessairement droitier, mais est-ce que lui pourrait être un atout pour amener de la vitesse et de la fougue à ce trio-là? Paul Byron a bien performé partout ce qui a été mis. C'est aussi simple que ça. Est-ce que ça peut être un atout? Oui. Mais par contre, est-ce qu'il peut suivre un gars comme Drouin? Jonathan Drouin, il a quand même un style de jeu particulier. On le voit, c'est difficile de jouer avec lui. Il est difficile à suivre. Il est souvent imprévisible, puis il va changer de direction, il va changer de corridor. Puis là, est-ce qu'ils sont capables de... Est-ce que Byron va assez de talent offensif pour le suivre? C'est la question. Mais l'autre question, c'est est-ce qu'ils vont jouer ensemble, Domi et Drouin? C'est pas moulé dans le béton encore. T'sais, l'année passée, Drouin il a joué avec, entre autres avec Philippe Danault, qui ont eu du succès ensemble au championnat junior pour le Canada. Donc, est-ce qu'ils vont être ensemble? C'est une autre question. Bien, moi, je pense que le premier trio est établi d'avance. Là, avec le succès que le trio de Danault a connu l'an passé, je pense que c'est acquis. Maintenant, on peut plus y aller par duo à ce moment-là. Oui. Puis Lekonen, qui est la carte cachée du Canadien, on l'espère qu'il va éclore cette année. Oui. Bien, selon moi, ça passe par là. Byron, c'est le couteau suisse de Claude Julien. Byron, on va le mettre partout, il va bien performer. Mais est-ce qu'on lui met la pression de jouer sur un deuxième trio? Moi, je pense que Byron il est plus dans la bonne chaise au niveau du troisième trio, mais je vois plus de potentiel avec Lekonen. Ben, excellent. Messieurs, Jesperi Kotkaniemi cette année, l'an passé, saison recrue, première saison, 34 points, dont 11 buts en 79 matchs, a très, très bien fait, plus qu'on l'attendait. Cette année, est-ce qu'on lui donne, parce qu'on sait que l'an dernier, il a joué principalement sur une troisième ligne, on le testait, mais là, avec ce qu'il a connu, est-ce qu'on doit lui donner plus de place et l'augmenter un petit peu? Moi, dans mes boules de hockey, j'ai une règle. Je ne prends jamais de joueur de deuxième année. Jamais de gang de deuxième année. Je me suis fait trop souvent avoir par le passé. Est-ce que Kotkaniemi va avoir cette gang-là? C'est dur à dire. Il a pris 15 livres cet été. Maintenant, il faut qu'il apprenne à vivre avec ces 15 livres-là. Est-ce qu'il va avoir moins d'accélération? Moi, personnellement, mes attentes, semblables. Je ne m'attends pas à plus, je ne m'attends pas à moins, je m'attends à ce au moins qu'il soit là, à égalité de ce qu'il a fait la dernière saison. Bien, son temps de glace, je pense qu'il va aller le chercher en avantage numérique. Absolument. Il n'y a pas de choix, il faut qu'il joue sur le troisième Oui. ligne. Il n'y a pas d'autre place que ça pour le moment. Oui, il a pris du poids, mais qu'il ait pris du poids, qu'il soit capable de vivre avec, moi, je pense qu'avec 15 livres de plus, il va avoir encore du plaisir à jouer au hockey. Absolument, absolument. Ce gars-là, il a du plaisir en lassant ses patins, selon moi. Il a sa place actuellement dans l'alignement du Canadien. Si Oui. on lui donne plus de temps de jeu en supériorité numérique, c'est bien tant mieux parce que Claude Julien a annoncé ses couleurs d'avance et qu'il va avoir un attaquant qui va jouer sur la première vague à la défensive, à la pointe. Est-ce que c'est Kotkaniemi tantôt qui va aller là, tantôt Drouin, on ne le sait pas. Sur la deuxième vague, c'est moins sûr. Là. Sur la deuxième vague, moi, si je veux jouer plus sécuritaire, je mets un défenseur pour ne pas me faire prendre là, sur la fin de la pénalité. Donc, je vais avec deux défenseurs. Mais Kotkaniemi, peu importe, Oui. troisième ligne, plus de temps de jeu, autant de temps de jeu, il va avoir du plaisir puis il est beau à voir. Ça dépend qui il joue aussi, parce que Joël Armia, c'est pas une grande star offensive. À un moment donné, c'est pas lui qui va compléter les jeux de Mais c'est un bon passeur, par Kotkaniemi. contre, Armia. Oui, mais... Oui, mais une chose qu'il n'atteindra jamais, mais messieurs, c'est son sourire, par contre. Ça, il faut Ouais. lui donner ça à M. Kotkaniemi. À la défensive, on a eu le duo chez Weber avec Victor Mété. Il y a eu beaucoup de questionnements. Est-ce que Mété était, disons-le, assez rapide et assez offensif pour seconder Weber? Avec ce qu'on a vu, ce duo-là, on le change ou on le garde? Ben, moi, je le garde intact. Oui. La seule possibilité que Marc Bergevin aurait eu de remplacer Mété, ça ne s'est pas passé. Ça aurait été par le biais d'une transaction. Exactement. Ça c'est pas arrivé. Ou On est Gardiner. allé chercher Chariot à Winnipeg, mais Chariot va jouer avec Petrie. Donc, c'est Mété qui va débuter avec Weber. Il n'y a aucun doute là-dessus. Puis, il va avoir une année d'expérience. Oui, il n'a pas compté de but l'année passée. Il a plus failli compter dans son propre but que dans le but adverse. Mais n'empêche que je pense qu'il faut encore donner la chance aux jeunes. Puis Weber semble être en grande forme cette année. Donc, c'est la première paire du Canadien. Oui, c'est sûr que le compteur tourne, mais quand même, il y a le capitaine, c'est pas pour rien. Il faut lui donner ce qui lui revient. C'est encore un joueur dominant. Exactement. L'acquisition de Ben Sherratt cet été, parce qu'on sait que Ben est parti avec les Canucks de Vancouver.
a déjà une chimie avec Jeff Petrie sur la deuxième paire. Ça, ces gars-là, on parle de quand même 2 gars costauds, peuvent frapper de la bonne vitesse. Là, est-ce qu'on a trouvé aussi une deuxième paire en place, enfin, à la défensive avec ça? Ça ressemble beaucoup à ça, parce qu'on a Petrie qui est un peu plus offensif, qui va capable d'amener des petits des upsides offensifs, Oui. puis de faire des bonnes premières passes. Il y a un bon lancer aussi. Chariot, c'est un Jordy Ben, mais en meilleur. Plus rapide, plus gros, plus costaud. Il reste à voir comment la chimie va se développer entre les deux. Parce que tu peux avoir 2 excellents joueurs, mais si ça colle pas, ça colle pas. Ben, moi, je pense que Ben est plus sur une pente descendante que les autres peuvent l'être. Donc, c'est un gros plus pour le Canadien. Oui. C'est pas une super vedette. Exactement. Mais n'empêche que sur une deuxième paire, c'est honnête. Exactement. Messieurs, le gros point qui a fait mal l'an passé aux Canadiens, l'avantage numérique. On se demande toujours à quel moment ça va finir par débloquer. Et là, moi, tout l'été, je me suis dit, Jonathan Drouin à la pointe. On le sait qu'on a perdu les services d'André Markov, qui, lui, avait la tâche de relancer chez Weber la première passe qu'on appelle. Mais là, honnêtement, Drouin à la pointe, êtes-vous d'accord avec ce que vous avez vu l'an dernier? Je peux pas dire que ça a été, oui, pour la passe, mais ça n'a pas été un grand succès comme on l'attendait, là. Le plus gros problème du Canadien en avantage numérique, c'est qu'il ne rentre pas dans la zone adverse en contrôle de la rondelle. Tant qu'il y a un joueur qui va arriver, qui va essayer de... faut qu'il change de tactique. Là. À un moment donné, la passe par en arrière, puis on rentre en pleine vitesse, ça ne fonctionne plus. J'ai espoir en Dominique Ducharme. Ça fait un an qu'il est dans la Ligue. Il est supposé avoir des idées jeunes, des nouvelles idées. Donc, moi, j'ai espoir qu'il ramène un peu de dynamique là, dans l'avantage numérique. Puis 4 attaquants, un défenseur, moi, j'aime ça. Ça peut pas être pire. Hein? Exactement. C'est- En passant. Ça Exactement. peut juste pas être pire. Donc, juste une amélioration passée dans exemple, 20e dans la Ligue, ça serait déjà merveilleux. Puis ça permettrait d'aller récolter des points au classement, les points qui ont cruellement manqué à la fin de la dernière saison. Drouin à la pointe, c'est sûr que l'année passée, ça n'a pas été son année. Ça fait qu'à la pointe ou pas à la pointe, Oui. il était tout simplement pas là. Mais moi, je le réessayerais pour voir parce qu'il a quand même une bonne vision du jeu. Moi, je l'aime plus haut. Je l'aime ou à hauteur des sacs de mise en jeu. Oui, mais il n'y Messieurs- a pas un tir à tout casser, par contre. C'est ça. Messieurs, rapidement, Keith Kincaid, qu'on a signé cet été et qui était un peu la plus grosse signature du Canadien, on dit un gardien auxiliaire. Keith Kincaid, selon vous, pour l'année qui s'en vient, est-ce que c'est le bon gardien pour seconder Price? Un numéro 2, on lui demande juste Kincaid. Tout ce qu'on lui demande, c'est de ne pas faire perdre son équipe. Tout simplement. Est-ce qu'il va le faire? Il a des bonnes statistiques, il a un bon passé. Je vois pas de problème, là. Ben, moi, je vois ça comme peut-être un désaveu, par contre, aux jeunes qui sont dans la Ligue américaine. T'sais, on Ouais. parle de McNiven, on parle de Lindgren. Ouais. C'est sûr que Lindgren, sa place n'est plus à Montréal. Ça, c'est clair. Il a eu sa chance un passé. Puis il n'a pas dominé dans la Ligue américaine comme on demande à un gardien là, qui veut accéder à la Ligue nationale. Il y a Lacouvé qui a eu une bonne année à Laval aussi. Mais moi, je pense que Kincaid, c'est du court ou du moyen terme avant l'arrivée de Primo. Exactement. Parce que l'avenir Oui. du Canadien entre les poteaux, Passe c'est par avec là. Primo. Puis on l'a vu qu'Al Montoya aussi, il avait signé 3 ans, il en a joué 1 ou 2, je pense. Ouais. Après ça, il Ouais. a été chanceux. Mais on aura l'occasion d'en parler, messieurs, tout au long du Canadien. On passe maintenant au football de la LCF, les Alouettes de Montréal. Parce que, bon, on a eu beaucoup de difficultés en début à gérer cette équipe-là. On a eu le départ de Cavis Reed qui s'est fait renvoyer, que tout le monde voyait comme étant un peu la pomme pourrite de cette équipe-là. Et là, depuis son renvoi, l'équipe s'est mise à augmenter dans l'échelle. Donc, est-ce que Cavis Reed était réellement la pomme pourrite, finalement? Bien, Mathieu et moi, on s'est parlé là-dessus. Puis là, on est d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord pendant toute la saison. Ça reste à voir. Mais Cavis Reed n'était plus l'homme de la situation, mais il a quand même mis les bases avec lesquelles on a du bon football aujourd'hui. Oui. Le fait d'aller chercher Gary Jones comme entraîneur de l'équipe, bien déjà là, c'est un succès en soi. Puis il faut considérer qu'on part de loin parce que avant la série qu'on vient de vivre, là, c'est-à-dire une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. Exactement. Les Alouettes avaient 5 victoires dans leurs 29 derniers matchs. Ça veut dire qu'on part de très loin. Puis c'est pas Cavis Reed qui est l'unique fauteur là-dedans. C'est un ensemble de facteurs qui ont fait que, oui, c'est lui qui a été pointé du doigt, Oui. mais sa sortie n'a pas été très honorable en passant. Puis, à mon avis, le départ le plus significatif, c'est lui de Mark Sherman. Mark Sherman, il coachait ces gars. Évidemment, les gars ne l'appréciaient plus. Il pratiquait beaucoup trop. Donc, c'est pour ça que souvent, on a l'impression qu'il manquait d'énergie, qu'il manquait de gaz en fin de match. C'est des commentaires qui sont sortis des joueurs même. On voit que l'attaque est beaucoup plus explosive, elle est beaucoup plus aussi créative. On voit des jeux, des fois des jeux truqués. On a l'impression que Gary Jones, il n'y a plus de monote. Là. Maintenant, il peut se laisser aller, puis ça Exactement. paraît. Puis je pense que c'est là qu'il y a une grosse différence aussi. Exactement.
Et même au niveau de l'attaque, le quart arrière avec Vernon Adams Jr., qui lui, fait très, très bien. On le regarde jouer, puis là, on commence à se dire, est-ce qu'enfin, on aurait trouvé un peu le successeur qu'il aurait dû trouver depuis longtemps, d'ailleurs, à Anthony Calvillo? J'écoute les joueurs en entrevue, et là, tout ce qu'on dit, c'est la chimie qu'on a actuellement, là, c'est exactement celle qu'on avait avec Calvillo. Alors là, il y a moyen de se dire, est-ce que Vernon Adams Jr. est enfin le pivot central de ce que les Alouettes avaient besoin depuis bien longtemps, là? Moi, je suis hésitant à comparer Calvillo à n'importe qui d'autre. là. Calvillo est dans une classe à part. Oui, Je non, pense qu'il- c'est pas une comparaison, mais du moins, est-ce qu'on a trouvé le pivot central? C'est ça. Oui, mais pour combien de temps, je ne sais pas. Pour l'instant, là, ça va bien, il fait le travail, mais est-ce que c'est un corps qui peut perdurer? Est-ce que c'est un corps qui peut garder la constance? Parce que le secret, c'est ça, la constance des corps qui sont levés, qui ont gagné quelques matchs, puis qui ont disparu. Ça, on en a eu plusieurs. Là. Puis il ne faut pas oublier aussi qu'Adams, c'est la solution maintenant, mais il était dans l'équipe, ça fait 3-4 ans qu'il est dans l'équipe. Ben, c'est son deuxième passage à Montréal. Exactement. Vas-y. Vernon Adams, c'est un corps qui est taillé pour la Ligue canadienne. C'est un corps qui est mobile. Ça fait drôle de dire ça parce que tu regardes Trevor Harris à Edmonton, tu regardes Bo Levi Mitchell à Calgary, qui ne sont pas nécessairement des corps très mobiles, qui ont beaucoup de succès. Mais Adams est vraiment construit pour la Ligue canadienne. Mais la chimie de l'équipe, moi, je pense que cette année, ça passe beaucoup par la qualité de la ligne offensive. L'an des dernières années, les corps arrière, ça aurait été Calvillo qui aurait été là l'an passé derrière la ligne offensive qu'on avait, puis vous n'auriez pas eu les succès que Calvillo était capable d'avoir. Fait que c'est un ensemble de facteurs. Kevin Street parti, un nouvel entraîneur qui a la passion, puis qui a joué la game. Exactement. Il a joué la game pendant plusieurs années, donc lui, il est capable de lire une défensive adverse. Ils ont gardé pas mal la force au niveau des entraîneurs de position, ce qui fait que tu commences à avoir de la stabilité, puis les gens commencent à revenir au stade. Puis les gens commencent à avoir du plaisir. En plus, et je vais mentionner qu'en plus, avec Carey Jones, qui a pris le relais comme entraîneur-chef, les Alouettes ont eu une séquence de 3 matchs pour une première fois depuis 2016, entre le 25 août et le 6 septembre. Écoute, 3 victoires, là, quand ça fait longtemps que tu n'as pas vu ça, là, tu te demandes, est-ce que le cauchemar est terminé? Et là, ce qu'on voit, c'est que c'est une question de confiance. Puis là, on sent qu'elle va revenir tranquillement. Alors là, avec Carey Jones et Vernon Adams Jr., est-ce qu'on a au moins la stabilité pour finir la saison? On a l'impression que les Alouettes, à chaque match que les Alouettes jouent, on a l'impression qu'ils peuvent gagner. Je sais pas ce que tu en penses. Ça reste excitant à la fin du match parce que, souvenez-vous de Mark Trestman, son discours, les 3 dernières minutes. Oui. Bien, la Ligue canadienne, ça se joue dans les 3 dernières minutes. Vous allez regarder un match au complet, il y a une équipe qui domine à outrance, puis dans les 3 dernières minutes, ça peut changer totalement. C'est difficile pour les cardiaques d'écouter les Alouettes, mais ils sont beaux à voir. Puis dans la division Est, qui est plus faible et beaucoup plus faible cette année, on le voit avec Toronto et Ottawa qui sont en déclin, bien, c'est sûr qu'il y a une opportunité qui est là. Il y a une équipe de l'Ouest qui va venir jouer contre les Alouettes en première ronde des séries. Fait que c'est là qu'on va voir un peu qu'est-ce que l'équipe a dans le ventre, mais ça augure très bien là, pour la fin de la saison. Surtout qu'il y a Chris Matthews qui vient d'arriver aussi, un En gros et plus. grand receveur qui manquait aux Alouettes. En plus, Donc, écoute, ça va être une saison aussi à voir comment est-ce qu'on va se comporter pour les Alouettes. Messieurs, vous restez en place. On fait une courte pause et au retour, on va jaser l'Impact de Montréal et aussi la LFL, Ligue nationale de football. Restez là, vous écoutez le vestiaire à TVCO. De retour à l'émission Le Vestiaire pour continuer cette portion bloc des ligues majeures avec mes collaborateurs, M. Pascal Harvey et M. Mathieu Tremblay. Messieurs, on va continuer maintenant avec une équipe qui en arrache, je dirais peut-être plus que n'importe quelle équipe dans le monde en ce moment. L'Impact de Montréal qui connaît en fait une saison un peu décevante. Mais là, tout d'abord, je veux commencer avec le départ de Nick DeSantis qui, lui, a été confirmé il y a quelques semaines après 26 ans d'association avec l'équipe. Qu'est-ce, selon vous, qui a amené ce départ-là? Est-ce que c'est l'équipe personnelle? Qu'est-ce que vous avez vu là-dedans? Là? C'est la nomination de Kevin Gilmore. Avant ça, Joey Saputo, c'était le président de l'Impact. Nick DeSantis, c'est le protégé de Joey Saputo. Je pense que c'est toujours été assez clair. Kevin Gilmore est arrivé. Lui, Kevin Gilmore, il a dit, moi, j'arrive comme président, mais je veux placer mon monde. Il va engager un vrai directeur sportif. Possiblement que Nick DeSantis ne trouvait plus sa place là, à l'intérieur de l'Impact. Peut-être qu'il... Il a eu plusieurs postes aussi. Il a occupé plusieurs fonctions. Il avait peut-être fait le tour du jardin aussi. Là. C'est un départ qui est malheureux parce que Nick DeSantis est une personnalité quand même connue qui était populaire. Mais je pense que malheureusement, il était rendu là. Bien, c'est définitivement pas une démotion de Nick DeSantis. C'est lui qui a demandé à quitter. Exactement.
se sentent un peu à l'aise dans l'organisation. Puis avez-vous remarqué qu'il y a des gens qui commencent à quitter l'organisation? Maxime Crépeau qui décide de vouloir aller garder les filets ailleurs comme numéro 1. Oui. Puis Maxime Crépeau, gardien québécois, on dit toujours les gens qui sont formés à l'école de l'Impact ne percent pas souvent l'alignement. Bien, Crépeau, c'était un bel exemple. Puis regardez la qualité du gardien à Vancouver. C'est sûr qu'il n'y a pas une grosse équipe devant lui, donc il voit beaucoup de ballons. Oui. Mais n'empêche que quand son contrat va être fini à Vancouver, moi, je suis sûr que l'Impact va courir après lui. DeSantis, c'est un exemple parmi tant d'autres de gens qui commencent à quitter le navire un petit peu, malheureusement. Parce qu'il a dit que Nick DeSantis, que faire partie de l'organisation, pour lui, ça a été un bonheur et un privilège. Donc, oui, il s'est retiré, mais ça n'a peut-être pas été fait avec autant de gaieté de cœur. Je veux dire, tu brises pas 26 ans d'association en un claquement de doigts. Il y a des discussions qui se font là-dedans. Bien, c'est très émotif aussi. Il y a un attachement au club. Oui. Puis là, lui, il retrouve plus sa place dans le club. Puis il s'est dit, tant qu'à être une plante verte, j'aime aussi bien laisser la place à quelqu'un d'autre. Oui, c'est malheureux. Ça doit être difficile à vivre aussi. Là. C'est pas... c'est très émotif, là, puis l'Impact. Puis il veut pas jouer c'est plutôt. C'est un gars très émotif aussi, là. Donc ça doit être. J'aurais aimé ça si c'était cette rencontre-là. Honnêtement, là. Oui, non, mais comme tu as dit, mais tu sais aussi, DeSantis a été joueur, entraîneur-chef, a été directeur technique. Donc là, quand on parle dans le monde du sport de pages d'histoire qui se tournent avec Nick DeSantis, est-ce qu'on peut affirmer ce propos-là? Absolument. Absolument. C'était l'image de l'Impact pendant plusieurs années. Oui, faut le prendre pas en l'oublier, ça. considération, il ne faut pas l'oublier. Là, l'image de l'Impact, c'est quoi? C'est Samuel Piette? Bush. Nacho Piatti, Bush. Puis Piatti, c'est drôle, hein? Ça me fait penser qu'on pourra faire les parallèles plus tard avec les Alouettes. Absolument. Mais on n'a pas préparé l'après-Calvillo avec les Alouettes. Bien, je pense pas qu'on prépare l'après-Piatti à Montréal, malgré qu'on a fait quelques acquisitions importantes cette année. Le Paranen, il est quelque chose à voir jouer. Honnêtement, là, il est rapide, là, c'est impressionnant. Quand il est dans la formation partante, c'est encore mieux. Ben, exactement, Oui, là. exactement. Mais aussi, il faut dire qu'on a procédé à l'embauche de l'entraîneur adjoint en Esteban Gesto, qui est venu seconder l'entraîneur-chef Wilmer Cabrera. Donc là, Gesto a travaillé pendant plus de 40 ans comme instructeur préparateur physique, 2 Coupes du monde en 90 et en 2002. Donc là, actuellement en place, sachant que l'équipe ne va pas très bien, est-ce qu'on a un duo assez fort pour rebrousser le bateau, si je peux le dire ainsi? Non. Ben, Mathieu, tu avais une théorie là-dessus pour l'entraîneur en chef. Ben Lui, oui. il vient réchauffer une place. Là. OK, moi, personnellement, la manière que j'ai vu ça, moi, je crois que ça devrait être Wilfred Nancy qui aurait dû ramasser l'équipe. Ça fait 4 ans qu'il est adjoint, qui a travaillé au sein de l'Académie de l'Impact. Je pense que c'est lui qui aurait dû être l'entraîneur-chef de l'équipe. Ils sont allés chercher Wilmer Cabrera comme entraîneur-chef pour les quelques matchs qui restaient à jouer. Moi, je pense qu'ils ont voulu copier l'effet Impact. L'effet Alouette, excusez-moi. Les Alouettes ont dit leur entraîneur, puis on a vu ce que ça donnait à l'équipe. J'ai l'impression qu'ils ont voulu avoir peut-être cet effet-là, mais que malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Mais là, si on regarde un peu les raisons de la chute de l'Impact, on peut parler de manque peut-être d'originalité de l'équipe. La défensive, on a accordé un total de pratiquement 56 buts, ce qui est beaucoup. Des joueurs peu impliqués, des blessures. Est-ce que c'est vraiment ces 4 facteurs-là ou si à un moment donné, il y a le côté attitude, comme Marc Bergevin aime le dire, est-ce que ça l'a embarqué en ligne de compte? Le leadership d'une organisation, c'est sa tête, c'est la tête dirigeante qui donne le leadership. Actuellement, il n'y en a pas. Il n'y a pas de directeur sportif. Il n'y a pas personne qui prend les décisions sport. Donc là, c'est bien entre les mains d'administrateurs. Rémi Garde a régné en roi et maître pendant 2 ans et demi. Oui. Il a vraiment eu les clés de l'impact. Nick DeSantis, on va lui faire un exemple, il devait être mis de côté un peu là, en termes de... Il continue à faire du recrutement, mais... Mais Rémi Garde est un entraîneur européen. Exactement. Je ne connaissais pas nécessairement le système de la MLS. Puis tu parlais de la défensive, Maxime. Oui. Rémi Garde est spécialiste en défensive, puis on est l'équipe qui accorde presque le plus de buts. L'avant-dernière. L'avant-dernière, ça fait que, tu sais, il y a quelque chose qui ne marchait pas. Question d'attitude, question de mauvaise gestion de match. On apportait nos changements trop tard dans le match. On embarquait des joueurs défensifs quand on avait besoin de buts. Il y a des changements que Rémi Garde n'a même pas utilisés. Ça, c'est comme des temps d'arrêt au football. Là. À la fin, tu les utilises, tes temps d'arrêt, parce que tu ne pourras pas en avoir d'autres. Ça va aller au prochain match. Bon, au soccer, c'est la même affaire. Tu utilises tes changements. Peu importe l'allure du match, tu utilises tes changements. Fait que moi, je vois ça comme mauvaise gestion de match, tout simplement. Oui. C'est ce qui a fait que l'Impact n'était pas dans le coup. Et de joueurs aussi, parce que tu as Harry Navilo qui est arrivé après une semaine, il a perdu son passeport. C'est Garde qui est allé chercher. Et voilà. Puis il a fait quelques mois, puis ils l'ont libéré. Simplement. Absolument. Maxime Routy, qu'est-ce qu'il fait encore sur le terrain? Il est bon, là, mais il ne compte pas de but. Puis l'Impact a besoin de but. Jackson Hamel,
qui jouait pratiquement pas sous Kim Garde. Garde semblait l'avoir pris en grippe, mais... Oui, mais c'est Cabrera qui est là aussi. Oui, mais Jackson Hamel, à la défense des entraîneurs qui ont été là, c'est peut-être pas quelqu'un qui est facile à gérer non plus. On n'est pas dans le vestiaire tous les jours. C'est possible. C'est possible également. C'est ça, il ne faut pas trop lancer la pierre du côté des entraîneurs. Et là, ce qu'on entend sur pratiquement toutes les plateformes, Twitter, Facebook, c'est que là, bon, l'impact ne va pas bien. Et là, dans tous les sports, dans toutes les équipes, c'est là, le prix des billets est peut-être trop cher pour le rendement que l'équipe donne sur le terrain. Ça, on l'entend partout. Mais est-ce que c'est un point que l'organisation va vraiment aller de l'avant ou si, au lieu de ça, on va s'occuper à gérer le côté équipe? Bien, c'est plus le côté marketing. Hein. Je veux dire, tu vas avoir des gens dans ton stade, oui, en fonction des résultats. Puis à Montréal, c'est une ville où il faut que tu gagnes. Oui. Tu ne peux pas être moyen, tu ne peux pas être faible. On l'a vu dans tous les sports professionnels. Mais tu ne peux pas jouer avec le prix de tes billets en fonction du rendement de ton équipe non plus. Exactement. À un moment donné, tu as un certain standard. Oui, il y a les salaires aussi qu'il faut Il y a les salaires qu'il faut respecter, il y a des masses salariales à respecter là-dedans. Exactement. Puis on le sait que Joey Saputo, il perd de l'argent avec l'Impact. Ça fait longtemps qu'il en perd. Ça fait longtemps qu'il en perd. À un moment donné, il faut qu'il fasse un petit peu, il faut qu'il récupère un petit peu ses pertes. Puis pour y être allé à quelques reprises à l'Impact, peu importe la qualité que tu as sur le terrain, tu vis quand même une belle expérience. C'est un beau stade, tu es près du jeu. Fait que moi, je suis quand même prêt à payer demain matin le même prix qu'aujourd'hui pour aller voir une équipe moyenne, ça ne me dérange pas. Quand l'équipe gagne, il n'y a personne qui choque contre les prix des billets. Les Alouettes, Oui, est-ce qu'on entend des commentaires contre les prix des billets? Pas cette année. Puis les assurances sont pleins. Exact. Ça, je dirais que dans toutes nos équipes montréalaises, c'est le point qui revient le plus souvent. Mais là, si je prends un peu la saison, là, les prochains temps qui s'en viennent, pour vous, est-ce que l'Impact de Montréal, c'est une saison à oublier? Ou si encore, avec les changements, de l'espoir, parce qu'il y a toujours de l'espoir, comme on dit, mais là, est-ce que c'est possible d'y croire ou, comme on dit souvent, on attend et on recommence? C'est peut-être pas la meilleure, mais des fois, il faut se rendre là. Il faut toujours y croire, mais ça va être difficile. Là. C'est peut-être le temps de faire des tests. Est-ce que c'est le temps d'essayer un nouveau gardien de but à la place de Bush, d'amener Clément Diop? Parce que c'est ça qui a coûté Maxime Clépeau l'année passée. Il aurait pu faire garder Clépeau, puis ils ont laissé Bush dans les buts. Clépeau a dit, moi, je m'en vais. Pas question que je reste ici. Est-ce que ça va être la même chose pour Clément Diop? Est-ce que c'est le temps de faire des tests? Est-ce que c'est le temps de faire confiance à des jeunes? Comment ça que Jaou Tabla n'a pas joué le dernier match? Pas se poser, Jean-Yves. C'est pas logique, là. Bien, moi, cette saison-là, elle est terminée tant qu'à moi. OK. Là, on met des efforts sur le championnat canadien. Vous allez Oui. me poser la question. Honnêtement, je ne sais pas ce que ça veut dire. On s'inspire beaucoup des ligues en Europe où il y a des championnats à l'intérieur de la Ligue, il y a des championnats européens, même chose en Amérique centrale. Le dernier match contre Cincinnati a été géré en fonction du match d'après contre Toronto en championnat canadien. C'est complètement hors contexte. Je veux dire, un championnat canadien, ça ne veut rien dire tant qu'à moi. Puis, d'ailleurs, pour se rendre là, on a battu des équipes qui sont dans une ligue inférieure. Fait que pour la saison de la MLS, c'est terminé. Selon vous, c'est terminé? Absolument, oui. Parce que d'un côté, si le personnel qu'on a embauché et qui ont accepté, est-ce que ça veut nécessairement dire... Parce que d'un côté, il faut que le personnel veuille aussi venir. Ben oui. Alors, si on a accepté... veut pas, ça veut peut-être dire qu'ils voient un peu de sport ou donc des fois, c'est des choix. Je veux pas dire qu'ils n'ont pas le choix, ils ont toujours le choix, mais c'est une décision quand même qui sont d'accord avec le fait de s'en venir. Donc, ça veut dire qu'eux sont d'accord à travailler fort pour remonter le club, finalement. Moi, c'est ce que je comprends. Bien, Wilmer Cabrera, il a été congédié une semaine avant d'être embauché par l'Impact, par le Houston. Dynamo de Moscou. Puis, Houston. de Houston, ouais, de Moscou. Là, je suis rendu en KHL, là, c'est pas la bonne chose. Donc, avec le Dynamo de Houston, lui, il a une opportunité de coacher, puis c'est un coach. Donc, qui en profite. Moi, si être à sa place, moi aussi, j'aurais pris l'opportunité. Oui. Tu sais, te faire congédier, tu as la chance de peut-être sauver une saison, puis Exactement. terminer sur une bonne note. Un Je comprends qu'il l'ait pris. entraîneur s'entraîne. Et voilà. Oui, donc ça va être à suivre, monsieur, pour l'Impact de Montréal. Maintenant, si je rembarque dans le football pour parler de la NFL, On n'aime pas ça. entre guillemets, Non. pour certains, la grosse ligue que plusieurs appellent. Là, bon, selon vous, messieurs, on vient de commencer, mais quelle équipe devrait connaître une bonne saison? Et je vais commencer avec toi, Pascal. Quelle équipe, selon toi, devrait avoir une bonne saison cette année? Je vais me faire tirer des roches. Mais je pense que les Patriots, les planètes s'alignent devant eux comme à chaque année. Écoute, je ne viendrai pas te critiquer là-dessus. Je ne veux pas dévoiler mon équipe, mais je peux pas... Bien, moi, j'ai aucun a priori envers les Patriots. Il y en a qui les aiment, il y en a qui les aiment pas, il y en a qui les trouvent controversés. Mais sur le terrain, force est d'admettre, oui, des fois, il y a des petits passe-droits, Oui. mais c'est une équipe qui trouve toujours les moyens de gagner. Brady a re-signé à l'âge qu'il a. Il a encore un rendement intéressant.
2 porteurs de ballon, un système de jeu incroyable, une défensive fiable. Et on est allé chercher Antonio Brown en bonus. En bonus. Puis Antonio Brown, on a beau dire tout ce qu'on pourrait dire tout ce sur qu'on lui, entend présentement. mais il est payé pour attraper des ballons et il attrape des ballons. Exactement. Mathieu, quelle équipe, selon toi, va connaître peut-être la meilleure saison? Les Chiefs de Kansas City. Moi, je suis un gros fan des Chiefs. Oui, et peut-être de Laurent Duvernay-Tardif aussi. Et- Je pensais que tu allais choisir les évidemment. Dolphins de Miami. Si on avait ce classement, oui. Oui. Mais les Chiefs, Patrick Mahomes, tellement performant. Ils ont des bons receveurs, Kelsey, Watkins, juste ces deux-là. Tyreek Hill, qui va manquer quelques semaines, mais ils ont tellement une grosse offensive. La défensive est correcte. C'est pas la meilleure. Elle va plier, un peu comme celle des Alouettes. Elle va plier, mais elle Ouais. n'accordera pas des gros jeux. Donc, moi, je mise beaucoup sur les Chiefs. Mais il peut y avoir des surprises, évidemment. Des équipes comme les Rams, les Falcons. Tu pourrais arriver Ouais, des peut-être surprises. peut-être là. les Bills, que ça fait des années que ne font peut-être rien. On fait les séries, mais ça a duré pas longtemps. Donc, il y a peut-être des équipes qui vont commencer à submerger. Là. Mais Ça les se Bills peut. sont dans la même division que Les les Pats. Patriots. Exactement. C'est Donc, leur grand encore là, désavantage. c'est un point C'est un crucial. inconvénient. Puis c'est aussi l'avantage des Pats, ils n'ont pas une division très forte. Là. Exact. Exactement. Ça le cachera pas. Mais là, je veux revenir un peu sur les Patriots parce que, il n'y a pas longtemps, on a eu la signature de M. Tom Brady qui, lui, est revenu pour 2 ans. On parle d'un contrat environ de 23 millions de dollars. Puis là, ben moi, je me dis, est-ce que tant aussi longtemps que les Patriots vont avoir le duo Tom Brady et Bill Belichick, est-ce que cette équipe-là vraiment est à surveiller à chaque saison? Parce qu'on dirait que ces gars-là font de la magie partout ce qu'ils passent, peu importe le pointage qu'ils tirent de l'arrière, c'est hallucinant. Absolument. Absolument. Bill Belichick, c'est vraiment un génie du football. Il n'y a pas d'autre terme à utiliser que ça. C'est vraiment un génie du football qui va exploiter chaque faille, chaque verge qu'il va gagner. Elle va être calculée, elle va être prévue. Donc, c'est... Mais c'est une équipe de col bleu. Hein? Il n'y a jamais eu de grande vedette chez les Patriots, à part Brady. Ouais. Oui, il y a un Randy Moss Oui, qui il y a est Randy venu. Moss qui embarque là-dedans, qui Exact, a été un receveur exact. très, très Randy Moss était populaire. en fin de carrière. Doug Oui. Brown, à qui ce était là moment-là longtemps aussi. Mais do your job. Je Oui. pense que quand on entend ça dans le vestiaire avant un match, c'est clair. Quand Belichick te regarde et il te dit « do your job », je pense que tu n'as pas le choix de la faire. Puis ces gars-là, ils peuvent perdre. Il y a tellement d'aura autour de cette équipe-là qu'à chaque fois que tu as un mauvais rendement, tu peux te faire remplacer par ton voisin de casier. Oui. Donc, c'est performance, performance, performance. Ils ne sont pas là pour les flashs de caméra, ils sont là vraiment pour le rendement, pour les résultats. Ils sont intimidants aussi. à voir Oui, c'est arriver. une équipe, intimidante, comme tu l'as mentionné. Messieurs, rapidement, la saga Antonio Brown qui continue de faire les manchettes, même quand on ne s'attend plus à recevoir ça. Lui, bon, on sait qu'il est avec les Patriots, a signé 1 an. On a été quand même prudent. Avec lui, tout ce qu'on entend, là, que pour lui, la saison, qu'est-ce qu'il attend? Quel est l'avenir d'Antonio Brown avec les Patriots? C'était drôle et divertissant jusqu'à ce qu'on parle d'agression sexuelle. Là, c'est devenu problématique. C'est lui seul qui est maître de son destin. S'il veut continuer à faire le fou, qu'il fasse le fou, mais il va y avoir les enquêtes policières aussi. Il y a ça qui Oui, va jouer en ligne de exactement. compte. Il a refusé des ententes hors cours aussi. Donc, là, c'est à Moi, je voir. pense que la Ligue va laisser jouer jusqu'à temps, justement, qu'on ne soit pas à l'extrême des poursuites judiciaires et que là, ce ne soit pas comme une évidence. Oui. Puis c'est sûr qu'il n'est pas coupable jusqu'à preuve du contraire. Pour le moment, il joue au football. Oui, a fait un touché dans les derniers matchs. Ouais. Donc, le football, ça va bien, mais Oui. quand le côté judiciaire embarque, je pense Mais- qu'à un moment donné, on a hâte de passer à autre chose. Mais regardez ce qui s'est passé à Kansas City dans les dernières années, où il y a quand même des joueurs qui en ont arraché un petit peu. Oui. Ça nuit au rendement des Chiefs jusqu'à un certain point, mais c'est la même chose. Il y en a peut-être des Antonio Brown dans chaque équipe, on ne le sait pas. Absolument. Mais il ne faut pas que ça empêche le spectacle, mais c'est sûr que c'est divertissant jusqu'à temps qu'on tombe dans les extrêmes. Dans les extraits, exactement. Messieurs, on va surveiller le football. On surveille également les saisons pour les Pats avec Pascal et les Chiefs avec Mathieu. On fait une courte pause. On vous revient. Vous écoutez le vestiaire à TVCO. Et de retour à l'émission Le Vestiaire avec Pascal Harvey et Mathieu Tremblay. Messieurs, on est rendu au moment de parler de vos moments clés ou favoris dans le monde du sport. Et je vais commencer avec Pascal. Pascal, tu as reconnu un plaqué de beau le combo des Alouettes face à un joueur des Lions. On regarde un court extrait, on en discute après. Parfait. Second in the yard, it is Wayne Moore. It's a big first down. And with one of the hits of the year. Oh, man.
Richter scale. Pascal, vraiment, un plaqué absolument incroyable. On a pu voir vraiment le son des casques. En bon québécois, ça résonne. C'était de toute beauté. Ça résonne. Puis on en parlait. La règle non écrite au football, quand tu te fais geler comme ça, Oui, oui. il faut que tu te relèves. Il ne faut pas que tu envoies le signal à l'autre équipe que tu as mal, que tu es blessé, que ta famille ne te reconnaîtra peut-être pas ou que tu ne reconnaîtras pas ta famille. Il faut que tu te relèves. Puis c'est ce que le joueur des Lions a fait. Bravo, mais le plaqué de Locombo, c'est de toute beauté. Mais c'est dur ça, dans ça. C'est dur le football. C'est très dur. Puis d'ailleurs, il y a une étude qui dit qu'aux États-Unis, Oui. le football scolaire est en régression par rapport à d'autres sports à cause des commotions cérébrales. Puis les parents choisissent autre chose maintenant. C'est une autre option que le Oui. football. Parce que là, tu m'amènes sur un point qu'on veut un petit peu limiter la violence dans le sport, mais là, quand on voit un extrait de la sorte, c'est le sport qui le demande, mais il y a peut-être certaines personnes qui vont se dire « Regardez ce que ça nous mène ». Exact. C'est très dur le football, mais c'est légal. Absolument, comme tu l'as mentionné. C'est un sport de contact. C'est un sport de contact. C'est un sport de contact. Mathieu, ton moment clé, toi, c'est évidemment la victoire de Bianca Andreescu face à Serena Williams. En fait, la dernière balle de match, si je peux le dire. On regarde un extrait, on en reparle au retour. Parfait. It's an extraordinary debut. Can you believe it? Bianca Andreescu is a US Open champion. Mathieu, que peut dire de plus sur cet extrait-là? Bianca Andreescu face à Serena Williams. Balle de match en plus. Là, je pense que vraiment, avec Bianca Andreescu, on parle un peu de la nouvelle ère du tennis. Maxime, c'est le nouveau visage du tennis féminin canadien et je dirais même international. 19 ans, premier tournoi du Grand Chelem, première Canadienne à gagner un tournoi du Grand Chelem. Elle a gagné Indian Wells, elle a gagné Toronto. Elle est allée battre Serena Williams chez elle. Il Oui. faut le faire parce que Serena, elle a du caractère. Elle n'aime pas ça perdre. Écoute, Bianca, pour l'instant, elle fait tout bien. V'là un an, elle était au 210e rang. Puis maintenant, pop, elle est rendue 5e rang mondial. Félicitations à Sylvain Bruno. Sylvain Bruno, c'est son entraîneur. C'est lui aussi qui a pris Eugénie Bouchard et qui l'a amené dans le top 5. Puis ils travaillent plus ensemble. Puis on croit voir un peu qu'est-ce que ça donne. Mais vraiment, Bianca Andreescu, she done art, c'est le nouveau visage du tennis canadien. Je vais juste apporter un point. Au tennis, on a eu l'ère des sœurs Williams. On a eu l'ère, Eugénie Bouchard, un court laps de temps. Et là, maintenant, est-ce qu'on peut dire que l'ère Andreescu est officiellement commencée avec cette victoire-là? C'est la vedette de l'heure. Sur le circuit de tennis féminin, c'est la vedette de l'heure. C'est elle qui est la plus vendeuse. C'est elle qu'on veut voir. On se l'arrache. Elle est jeune, elle a 19 ans. Elle est bonne. Elle est bonne en entrevue aussi. Donc, elle se vend bien. Donc, vraiment, là, elle a tout pour elle. Puis la particularité du tennis féminin, c'est que on voit la relève, ce qu'on ne voit pas nécessairement au niveau du tennis masculin, parce que Nadal domine encore, Federer domine encore. Ouais. Donc, on ne voit pas encore cette relève-là au niveau masculin. Absolument. La seule chose que je peux souhaiter, c'est qu'Andreescu puisse bien gérer les réseaux sociaux, peut-être ce que Bouchard n'a pas réussi à faire avec le temps. Ouais. Elle gère bien ses médias sociaux, mais elle a Surtout besoin de Instagram. Mais oui, si elle n'a plus de revenus qui viennent de la compétition, c'est le point des revenus quelque part. Donc, elle va les chercher au point Non, des mais médias honnêtement, sociaux, c'était tu sais. l'avis de plusieurs experts qui se disaient maintenant qu'elle est là, il faut simplement qu'elle soit capable de gérer Exactement. le côté, le côté médiatique, mais le côté réseaux sociaux, publicité ou les entrevues. Ça, il faut bien gérer. Il faut qu'elle comprenne que c'est maintenant une vedette. Puis maintenant, c'est comment qu'elle va gérer son statut de vedette. Ça lui appartient, mais elle semble bien partie. Je pense que ça va être... Je pense que ça va être premier l'avenir grand est chelem beau. en plus Oui. à seulement 19 ans. Je veux dire, à cet âge-là, je ne savais pas encore ce que je voulais faire. Moi, Non, donc, ça, c'est l'avenir un est gros très plus. prometteur. Exactement. Pascal, juste rapidement pour revenir sur ton extrait, un plaqué de la sorte comme on a vu, est-ce que c'est ça que les Alouettes doivent faire à chaque match? Bien, la défensive des Alouettes, puis je pense que Pierre Vercheval est premier à le dire, il faut qu'elle soit dominante dès le début de chaque match. Oui. Parce qu'il y a toujours un petit peu de mollesse en début de match, mais si les Alouettes veulent aller loin en série, ça va prendre des plaqués comme ça. Puis malheureusement, Loeffler est blessé. Il est allé chercher pour cet aspect-là de joueur robuste. Oui. Mais je pense que Locombo en est un bel exemple. Il est capable de prendre la relève. Ça, on l'a très, très bien vu. Ça va prendre des revirements.
aussi. Il y en a eu beaucoup en début de saison. Il y en a pas Il y dernièrement. en a, Voilà. il y en a eu peut-être trop. Voilà. Messieurs, maintenant, c'est la partie dit amusement. Vraiment, le petit mini-quiz sportif pour savoir si vous êtes autant connaisseur que vous le dites. C'est là qu'on perd la face. C'est vous qui allez le décider. C'est vous qui allez le décider. Donc, c'est très simple. J'ai 2 questions chaque que je vais vous poser à tour de rôle et peut-être des fois des droits de réplique si jamais ça vous tente de ce côté-là. Alors, je vais commencer avec Pascal, ni plus ni moins que le doyen Avec du l'âge. plateau. Ouais. Et voilà. Alors, Pascal, première question. On sait qu'Ever Price a signé un contrat le 2 juillet 2017 avec le Canadien. Quelle est la durée du contrat? Est-ce que c'est 6 ans, 7 ans ou bien 8 ans? J'aurais le goût de dire 8 ans. Bien, t'as bien fait. Oui. T'as bien fait, oui. Merci. 8 ans, Price qui a signé pour une somme astronomique, Ouais. même que plusieurs pensaient que ça devait être un petit peu trop pour un gardien. Oui. Mais quand même, je pense qu'on a bien géré ça de son Mais côté. il y avait eu Rick DiPietro avec les Islanders qui avait signé plusieurs années avant un contrat monstrueux, puis on n'a Oui. pas les mêmes résultats, heureusement. Oui, on n'a pas eu les Non, mêmes résultats, effectivement. comme tu l'as dit. Maintenant, une question pour Mathieu. Je m'en vais du côté de la... En fait, les deux côtés du football. Quel ancien entraîneur-chef de la NFL a remporté 3 Coupes Grey avec les Alouettes? Est-ce qu'on parle de Jim Popp, de Mark Tritzman ou encore de Danny Maciocia? Mark Trestman. Oui, bien écoute, elle était facile un peu, celle-là, je pense. C'était la Mais- première. Fait que mais je non, voulais vous mettre c'est- dans la situation. Mais honnêtement, Mais pas nécessairement facile, ça peut être embêtant. mais honnêtement, Mark Tritzman, pour le vrai, en tant qu'entraîneur, 3 Coupes Grey, ça, je pense que c'est peut-être, en tout cas, pour moi, de mes yeux vus, le meilleur entraîneur-chef des Alouettes qu'on a pu voir. Souvent, on entend les entraîneurs américains qui viennent de la CFL que ça se passe pas bien. On a vu Mark Sherman comme exemple. Mark Trestman, lui, s'est adapté. Il a compris le jeu avec son fameux 57+3. Il a tout compris. Puis, vraiment, il a mis en place des systèmes de jeu simples. Combien de passes-pièges qu'il y a eu à Whittaker, de Calvia Whittaker. Puis combien de matchs on a gagné avec ça? Donc, Les passes courtes à Ben Cahoon. Et voilà. Les mains Et sûres. voilà. Les mains sûres, puis tu aurais même pu mettre Marv Levy dans ton choix de... Ouais, j'en aurais pu mettre, honnêtement, plusieurs. avec son fameux Frozen Bowl. Oui. Je reviens maintenant sur Pascal. Pascal, on se dirige au hockey. Ancien joueur des Blues de Boston, il est reconnu pour avoir marqué son fameux but en plongeant dans les airs contre les Blues en 1970. Est-ce qu'on parle de Bobby Orr, de Maurice le Rocket Richard ou Larry Robinson? Bien, le but que tu parles, c'est peut-être la photo sportive la plus reproduite depuis des années. Ben, c'est Bobby Orr, Ben écoute, naturellement. que dire de ce but-là? Le Je veux seul dire, et avec, unique. écoute, même, on dirait quand on veut le refaire sur la glace, ça se fait pas. Non, impossible. Ça se fait pas, c'est marqué, c'est ancré, mais honnêtement, je pense... Est-ce que c'est le but de l'histoire de la Ligue, ce but-là, rapidement? Ben, c'est certainement le but qu'on revoit le plus souvent. Exactement, Ouais. le plus majestueux du mois. Voilà. Parce qu'il y en a eu, mais Voilà. celui-là, c'était quelque chose. Tout à fait. Ça, il faut se l'admettre. Maintenant, Mathieu, dernière question Oui. pour toi. Cet ancien joueur a joué durant 2 saisons avec le Canadien de Montréal de 2008 à 2010, portant le numéro 15. On dit qu'il possède pratiquement le même nom de famille qu'un boulevard à Montréal. Est-ce qu'on parle de Patrick Roy, de Glenn Metropolite ou encore de Guy Lafleur? Moi, je dirais Metropolite. Le fameux Glenn Metropolite. Ah, je Qui a aussi t'ai joué- aidé un peu. Qui a aussi joué pour les Rafales de Québec. Oui. Dans la Ligue internationale. Absolument. Je t'ai aidé un peu, mais honnêtement, Légèrement. ben, écoute, messieurs, vous êtes connaisseurs, comme vous l'avez dit. Bon, honnêtement, j'ai été clément dans mes questions, mais plus ça va aller, plus qu'on va un petit peu aller piquer ce qui est plus difficile. Bien, pointage égal 2-2. Malheureusement, j'ai pas de prolongation, mais c'est pas grave. Le but, c'était évidemment de s'amuser. Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission d'aujourd'hui. Ça a été un plaisir de vous avoir sur le plateau, que ce soit l'Impact, la LFL, le Canadien ou peu importe ce que vous voulez. Vous êtes connaisseurs et ça paraît. Merci, Maxime, de nous donner l'opportunité de faire vivre notre passion aux téléspectateurs. Et là-dessus, Effectivement. honnêtement, je peux vous dire un gros merci beaucoup. Merci beaucoup à la maison d'avoir été avec nous pour écouter cette émission-là. Quant à moi, je remercie mes collaborateurs Mathieu Tremblay, Pascal Harvey, Marc-Olivier Bouchard et M. Simon Fortin. Également, je remercie mon équipe en studio sans qui l'émission d'aujourd'hui ne serait pas possible. Je remercie mon collègue Normand Gauthier à la caméra, mon collègue Éric Chaput à la technique, honnêtement, qui agit aussi à titre de producteur. Merci aussi à mon producteur exécutif, M. Herman Charret, vraiment, qui a bâti l'idée. Ça a été une idée conjointe, mais on a finalement mis sur place cette idée-là. Et aussi, merci à tout le monde d'être présent sur le plateau et merci à tous ceux qui contribuent grandement à cette émission-là. Moi, je vous dis merci beaucoup et on se retrouve pour une autre émission du Vestiaire. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.